Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se parle aussi des caribous. Les caribous, on en parle depuis longtemps. On a souvent l'impression de tourner en rond sur ce sujet-là. Le caribou vit en milieu forestier. La forêt est importante au niveau économique, mais la forêt est à gérer. Puis les caribous, eux autres, cherchent une place pour se cacher. On en parle avec un porte-parole du Bloc québécois, qui est député de Jonquière, qui s'y connaît donc en la matière, M. Mario Simard. Bonjour, M. Simard. Bonjour, M. Nantel, ça va bien? Ben oui, ça va. Dites-moi, donc, le caribou, il me semble que c'est un sujet dont on ne sort pas. On en parle là, au moins depuis 4 ans de façon intensive. Vous êtes député du côté de Jonquière. C'est un sujet qui interpelle beaucoup le monde directement. Quelle est votre observation sur ce sujet-là? Ben, tout à fait. Moi, je suis élu depuis 2019 et je suis au Comité des ressources naturelles depuis 2019, où on étudie abondamment la question de l'industrie forestière. Et le caribou est une problématique comme beaucoup d'autres pour le secteur forestier. Vous avez juste à penser au conflit avec les États-Unis, au manque de soutien criant à cette filière-là de la part du gouvernement fédéral. Là. C'est peau de chagrin ce que le gouvernement fédéral accorde en forme de soutien à l'industrie forestière si on le compare à d'autres industries. Ben, si on compare aux industries pétrolières, par exemple, ben oui, absolument, aux minières. Ça n'a rien à voir. Donc, oui, ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est un problème, mais c'est un problème qu'on doit traiter de façon rationnelle. Donc, on ne peut pas se permettre de dire, tant pis pour les caribous. Il existe des solutions, mais la mise en place de ces solutions-là est souvent tributaire de la conjoncture. Faut savoir que l'an passé, on a vécu des feux historiques pour le secteur forestier, donc une perte de capacité au point de vue de la récolte qui est considérable. Est-ce qu'à ce moment-là, on pouvait mettre en place le plan caribou? C'était peut-être un peu plus difficile, mais en politique, souvent, ce qu'on doit faire, c'est essayer d'arriver à l'impossible. Donc, il faut mettre les efforts pour trouver peut-être une solution qui, à la fois, protégerait l'espèce et répondrait aux impératifs des gens de l'industrie. Mais je vous dirais que c'est sûrement pas en faisant des incantations et en disant gros bon sens qu'on va arriver à régler la question du caribou. Les incantations, ça vient du côté qui veut protéger le caribou, puis le gros bon sens, c'est le slogan un peu creux des conservateurs? Oui. J'entends ça depuis quelques semaines déjà, là, des gens qui nous disent que quand ils vont arriver au pouvoir, ils vont annuler le décret. On sait très bien que le mal sera fait, les emplois seront perdus, les entreprises seront fermées. Donc, c'est pas de cette façon-là, si on est responsable politiquement, qu'il faut agir. Ce qu'il faut chercher, c'est réunir des gens qui sont de bonne volonté, qui sont prêts à discuter pour avoir un consensus entre des biologistes qui sont prêts à protéger l'espèce et les intérêts du secteur forestier des différentes entreprises. Mais on a un problème qui est criant, c'est le fait que, je vous dirais, M. Guilbeault n'a pas la légitimité de traiter cette question-là seul. Il ne peut pas dire que le gouvernement fédéral a la main mise sur les ressources naturelles du Québec. Les ressources naturelles du Québec relèvent du gouvernement du Québec et ne relèvent pas de M. Guilbeault. Pour notre plus grand malheur, le gouvernement libéral n'a pas de visée dans les circonscriptions forestières du Québec. Donc, il n'y a pas de prix politique à payer. C'est pourquoi M. Guilbeault a agi peut-être présentement un peu de façon cavalière. Il ne l'a pas fait quand il était question de protéger la baleine noire. M. Guilbeault a été absent. Pourquoi? Parce que l'industrie pétrolière se trouve dans des circonscriptions où il y a des députés libéraux. Et ces députés libéraux-là ont réussi à faire suffisamment pression sur lui pour qu'il n'agisse pas. Donc, moi, je pense que M. Guilbeault a une obligation envers le Québec. Et cette obligation-là, c'est de le respecter et d'écouter ce que le gouvernement du Québec veut faire. Même si on peut être d'accord avec lui quand il dit que la solution tarde à se mettre en place, mais c'est certainement pas à lui de le faire de façon unilatérale. Donc, M. Simard, ici, ce que vous évoquez, puis très délicatement, d'ailleurs, j'apprécie les nuances dans tous les mots que vous choisissez, c'est que M. Guilbeault peut avoir une bonne intention relativement au caribou, mais c'est indélicat de sa part de profiter de sa marge de manœuvre parce qu'il n'y a pas de député. C'est ça que vous avez dit tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas de gain possible pour le Parti libéral, il va un peu à sa bonne volonté, comme il veut, en toute liberté, alors qu'il garderait une petite gêne d'intervenir de façon trop drastique au niveau de la protection de certaines espèces,
comme il l'a fait, parce qu'il y avait des collègues libéraux qui disaient, oui, mais l'exploitation pétrolière en haute mer, c'est important. Il n'y a plus de nuances. Mais ceci dit, vous avez quand même, comme moi, l'observation relativement au fait que on n'a pas agi de façon exemplaire au Québec actuellement par rapport au caribou. Là. M. Charette aurait pu se lever depuis belle lurette, puis la ministre Blanchette-Vézina aussi. Moi, personnellement, ça me gêne beaucoup de voir que par moment, l'intervention du fédéral elle me met mal à l'aise par rapport à l'ingérence dans les affaires du Québec, mais il y a quand même un laxisme du côté du gouvernement provincial. Puis pour vous aussi, c'est délicat parce que vous voulez relayer les volontés de l'Assemblée nationale, mais parfois aussi les indolences d'un parti au pouvoir à l'Assemblée nationale. Oui. Une chose qui est claire pour nous, jamais on va accepter le décret. Ça, pour nous, c'est inacceptable. C'est pas à Ottawa de gérer les ressources naturelles du Québec. Une fois qu'on a dit ça, moi, je cherche pas d'excuses à Québec, mais il y a une conjoncture très difficile. Et la conjoncture difficile vient du fait que le secteur forestier traverse des tempêtes avec les feux de forêt, avec le conflit avec les Américains, qui font en sorte que pour les entreprises, c'est difficile d'investir devant autant de perturbations. Ça prend en affaires, là, ça prend un écosystème où on a des certitudes. Là, dans le secteur de forêt, dans le secteur forestier, on n'en a pas. Mm-hmm. Je conçois que Québec a tardé à agir, mais c'est pas parce que le gouvernement du Québec n'a peut-être pas agi dans le bon temps que ça rend pour autant la chose légitime pour Ottawa de devenir si on veut, le décideur sur l'utilisation des ressources naturelles du Québec. Donc, c'est cette différence-là qu'il faut faire. Si on a des doléances à adresser, si on est un biologiste, si on est un militant environnemental, si on a des doléances à adresser, adressez-les au gouvernement du Québec. Essayez de faire pression sur le gouvernement du Québec pour que il agisse différemment dans la question du caribou. Mais on ne peut pas accepter que le gouvernement fédéral agisse unilatéralement, d'autant qu'il n'en a pas l'autorité morale. Donc, on ne peut pas accepter ça. Moi, au niveau des ressources naturelles, François... Excusez-moi, M. Simard, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas les compétences pour agir au niveau des ressources naturelles, mais au niveau, par contre, comme lui, son ministère touche aussi les espèces en voie d'extinction, là, à ce niveau-là, c'est comme, je sais pas moi, la grenouille faux grillon, là, tu sais. Oui, mais je mets pas en doute le fait que la loi sur les espèces menacées relève du gouvernement du Québec, mais de façon indirecte, du Canada, désolé, pardon. J'ai qu'un seul gouvernement, c'est celui du Québec. On vous comprend très bien, Je mets pas ça en doute. Ce que je vous dis, c'est qu'on peut pas utiliser la loi sur les espèces menacées pour prendre le contrôle sur les ressources naturelles du Québec. On le fait pas quand il est question du secteur pétrolier. Ils sont très frileux, et les libéraux et les conservateurs, ils sont très frileux. Jamais ils évoqueraient la loi sur les espèces menacées pour dire, on va mettre fin à tel forage dans les maritimes extra-côtiers parce que la baleine noire est en danger. Ils le font pas, ils respectent les compétences des provinces. Je leur demande de faire la même chose. Maintenant, nous, on est de bonne foi, on fait des consultations. L'an passé, à pareille date, Yves-François était au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Yves-François Blanchette, le chef un ensemble d'acteurs. Yves-François Blanchette, oui, pardon. Donc, pour rencontrer des acteurs et du secteur de l'industrie, des gens de l'industrie, des gens des syndicats, des gens du milieu environnemental, pour avoir cette discussion où il peut y avoir une voie de passage. Donc, la solution, on la cherche depuis longtemps. C'est pas facile, mais ça ne veut pas dire qu'on peut baisser les bras pour autant. Et je ferais simplement vous souligner, ce qui est particulièrement odieux pour nous, c'est de faire des consultations au mois de juillet. Si vous êtes dans le secteur forestier, le mois de juillet, c'est votre mois le plus actif. Les gens sont en forêt, c'est le moment de la récolte, c'est d'une intensité assez considérable. Et on demande à ces gens-là, venez vous expliquer sur le plan que moi je vous propose. C'est pas la meilleure façon d'agir. Et à cela s'ajoute une décision de la Cour du Québec qui a donné raison aux communautés autochtones à l'effet qu'ils n'ont pas été consultés dans la mise en place des propositions de Québec. Donc, Québec est obligé de consulter par les tribunaux, les communautés autochtones. Il faut laisser le temps à ça d'agir, puis je sais que ça peut paraître bizarre parce que on étire la sauce depuis longtemps sur le caribou, mais on est dans les derniers milles et je vois pas pourquoi
Ottawa agirait M. seul Simard, de son côté. Quand vous évoquez qu'on est sur les derniers milles, ça fait longtemps qu'on en parle, je peux-tu vous demander de nous vulgariser ça le plus simplement possible, là? Je veux dire, pour une personne on sait tous comment la vie des chevreuils à Longueuil a provoqué beaucoup d'émotions et de réactions irrationnelles chez les gens. Ici, on parle, le monde ordinaire, ils voient ça puis ils font comme, voyons, non, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas permettre à une race de complètement être exterminée du territoire québécois. Alors, Comment ça se fait que le caribou est en si mauvaise posture, au point tel où on est prêt, comme M. Guilbeault semble être prêt à le faire, à imposer des fermetures de chantiers, de scieries, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec le caribou? Là, quand vous dites on arrive au bout du terme, là, où en sommes-nous? Moi, je ne suis pas biologiste, là. Je peux faire le perroquet, par exemple. Je peux vous répéter ce que les biologistes et les gens avec qui on a fait des rencontres nous disent. Donc, les activités forestières ont un impact sur le caribou. Les chemins forestiers facilitent les prédateurs, la prédation, et puis ça a un impact assurément sur le caribou. Cependant, il y a un consensus scientifique qui nous dit que le caribou est une espèce qui est menacée, mais il y a plusieurs personnes qui ne s'entendent pas sur les causes. Donc, ça, il faut arriver à déterminer ça. Et il y a des hardes, je pense entre autres à la harde qui se situe en Abitibi, où il reste entre 6 et 8 individus. Vous pouvez constater avec moi qu'on les sauvera probablement pas, ces 6 à 8 individus-là. Ils n'arriveront pas à se reproduire entre eux, donc probablement qu'on n'arrivera pas à les sauver. Il y a d'autres hardes, comme celle de ma région et de la Côte-Nord, qu'on appelle la réserve Pipe-Moican. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour ces individus-là. Il faut trouver... Les gens du secteur forestier, ils sont plus comme ils étaient il y a une dizaine d'années où on se disait, on perdra pas un emploi pour un caribou. Ils sont prêts à contribuer à la recherche de solutions. Ils sont prêts à fermer certains chemins forestiers pour rendre la vie plus difficile à des prédateurs. Ils sont prêts à mettre en place des solutions qui supposeraient le contrôle de certains prédateurs. Donc, toutes ces mesures-là, elles existent. Mais ce que vient faire un décret, c'est pas de réfléchir à ces mesures-là, c'est de dire sur cette zone-là, c'est fini. Voilà, il y a plus de récolte qui est possible. Et ce serait 1,4 million de mètres cubes. Et pour vulgariser pour les gens qui nous écoutent, 1,4 million de mètres cubes, c'est l'équivalent de 20 à 23 000 maisons unifamiliales construites en bois. En bois d'œuvre. En bois, voilà. Et le gouvernement fédéral dit, je veux améliorer mon bilan carbone, donc il faut que j'ai des constructions qui soient de plus en plus à faible intensité carbonique. La meilleure façon de réduire l'intensité carbonique des constructions, c'est d'utiliser le bois. Ouais. Donc ça, ils n'ont pas fait cette réflexion-là et ils n'ont pas regardé ce que ça suppose, même dans leur cible, pour atteindre la carboneutralité. Si tu donnes un coup dans les jarrets de l'industrie forestière, l'atteinte de ta carboneutralité va être beaucoup plus difficile que ce que tu pensais initialement. Ça, le gouvernement fédéral n'a pas pensé à ça. Et la filière forestière, pour que tous les gens comprennent, c'est une chaîne d'un bout à l'autre. Donc, il n'y a rien qui est perdu en forêt. Vous faites du 2x4, là, de ce qu'on appelle le produit de commodité, mais vous perdez rien. Le reste, la biomasse, elle est réutilisée en copeaux, elle alimente ceux qui font de la fibre. C'est ça. Ça fait que si tu coupes un des maillons, là, c'est terminé pour tout le reste de la chaîne de mise en valeur. Donc, c'est aussi de l'énergie. Parce qu'on fait de l'énergie avec oui, on fait de l'énergie, bien sûr, avec la biomasse, vous avez raison, mais M. Simard, avez-vous l'impression qu'ici, le gouvernement de M. Trudeau et le ministre Guilbeault sont un peu en panique devant les résultats électoraux qu'on anticipe pour la prochaine élection, et ils sont pris avec des gens qui, eux, font pas de quartier. Hein? Votre collègue là, dans Chicoutimi-Le-Fjord, là, monsieur, comment s'appelle-t-il, Martel, l'ancien entraîneur de hockey. Ouais, l'ancien coach de hockey, là, lui, il arrive puis il dit « Ça n'a pas de bon sens, le Bloc collabore avec les libéraux. » Ils veulent vous traîner dans le bout de cette affaire-là. Et ils prétendent que vous refusez de venir participer à un comité des ressources naturelles dont vous me parliez en ouverture de notre entretien. Où elle est la vérité là-dedans, là? Ah, bon. J'avais une belle journée, M. Nantel. Il y a une stupidité. Je m'excuse, les conservateurs existent. Ouais. Il y a de la stupidité épouvantable là-dedans. Les conservateurs font ça, c'est un peu leur dada l'été. Ils font des 106-4. C'est une procédure parlementaire pour rappeler en urgence un comité. Ils le font pour tout et pour rien. Okay. Moi, je dis, je suis au comité des ressources naturelles, je peux signer cette procédure-là pour qu'il y ait une réunion d'urgence. Je dis, oui, mais il faudrait attendre la fin des consultations de M. Guilbeault. Ils vont finir le 18 août.
Parce qu'on n'embarquera pas les gens dans un double processus, là, où ils sont déjà dans le jus, en forêt. Oui, parce qu'on dérange les gens qui travaillent pour faire une consultation, puis on dérange les demander de venir à Ottawa, d'y aller à distance comme ça, puis d'arrêter de travailler. C'est pas le bon moment. Exact. Si c'est pas le bon, si je dis au gouvernement libéral, vous avez fait ça tout croche, c'est pas le bon moment de les consulter, je vais dire la même affaire aux collègues du Comité des ressources naturelles. Il y a des discussions entre Alain Terrien, qui est le leader du Bloc québécois, et Andrew Scheer. On a dit à M. Scheer, attends vers la fin du mois d'août ou la mi du mois d'août, peut-être que nous, on serait prêts à rappeler le comité et les gens vont avoir été consultés par M. Guilbeault. Lui, il nous dit, OK, ben, c'est peut-être correct comme ça. Mais ces députés se font un malin plaisir à utiliser la même façon de faire que leur chef. Tu sais, tout le monde est radical. Quand tu lis un tweet d'un conservateur, là, tout le monde est radical, tout le monde est déconnecté de la réalité. Et ces gens-là se permettent de dire des âneries sur le caribou qui n'ont pas de sens. Et je n'ai jamais, c'est ça qui me choque, je suis au Comité des ressources naturelles depuis 2019. Je n'ai jamais entendu un conservateur demander ou essayer de contribuer à une étude sur l'industrie forestière. La seule chose qui les intéresse, c'est la taxe carbone, l'industrie pétrolière et toutes leurs interventions sont faites en fonction de ça. Donc, la pure partisanerie, c'est très cynique. Ben oui, ben c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Je suis content que vous ayez eu la chance d'expliquer ça, puis de dénoncer, d'appeler un chat, un conservateur qui clairement s'inspire de Donald Trump puis qui dit des niaiseries avec des solutions magiques à des problèmes complexes. Monsieur Simard, merci beaucoup de cet entretien et de nous avoir éclairé sur la réalité du caribou. Mario Simard, qui est porte-parole en matière de ressources naturelles pour le Bloc québécois et député de Jonquière.